Vous pouvez démarrer. Merci Adila. Bonjour tout le monde. Je salue tous les consoeurs, confrères qui sont parmi nous pour ce webinaire. Et je salue également mes chers intervenants qui ont accepté la participation à ce webinaire concernant la digitalisation des cabinets. C'est Adil Charadi, notre confrère, donc on n'a pas besoin de le présenter. Vincent Avenel, donc un spécialiste de la digitalisation et tout ce qui est gestion électronique de documents, et Francine Conrad, donc également qu'on a l'habitude d'avoir parmi nous, qui est spécialisé dans tout ce qui est cloud et système d'information. Donc, le choix du sujet, il s'est imposé parce qu'à un certain moment, on croyait que la digitalisation, c'est que le télétravail, mais en fin de compte, ce n'était pas que ça. Donc, la digitalisation, c'est toute une organisation de systèmes d'information qui s'impose. C'est-à-dire on n'a plus le choix sur un certain nombre de process. Le vrai, c'est qu'on peut aller plus loin et qu'on peut digitaliser beaucoup de process et beaucoup de procédures au sein de nos cabinets. Mais il y a quand même je dirais, un minimum je peux même appeler de conformité, c'est-à-dire c'est que nos cabinets doivent absolument se conformer pour pouvoir plutôt améliorer leur rentabilité, leur rendement. Et je pense avec tout ça, nous avons besoin également de faire très attention, car à chaque fois qu'on parle de digitalisation, d'ouverture cloud, donc on parle de sécurité des systèmes d'information. Donc c'est une question aussi qui s'impose. Nos amis, donc c'est Adil Charadi, donc notre confrère, il va nous présenter d'une manière globale quelles sont les opportunités de digitalisation qui se présentent pour un cabinet et quelles sont les particularités que nous avons au niveau de notre métier. Vincent Avenel, il va nous parler essentiellement des difficultés qu'on rencontre au moment plutôt suite à l'adoption de la digitalisation et nous proposer quelques solutions. Et bien sûr, nous avons avec nous Francine. Donc Francine, elle va modérer ce webinaire. Je vais les laisser gérer leur temps. Donc on a prévu globalement 1 heure, maximum 1h30 pour qu'on puisse laisser le temps aux questions. Et j'espère que l'ensemble des confrères et consoeurs ont bien préparé les questions pour nos intervenants, parce que l'objectif, c'est également d'échanger et pas uniquement de recevoir des informations. Donc, je donne la parole à Francine, que je remercie beaucoup d'avoir accepté de modérer ce webinaire. Merci à tous et bon webinaire. Et je vous souhaite un bon début de déconfinement. Merci beaucoup, Ahmed. Bonjour à tous. Je vous remercie effectivement pour ce rôle que vous m'avez donné pour ce webinaire. Et donc, pendant 1h30, on va aborder un sujet qui est extrêmement important sur la transformation digitale des cabinets et voir un petit peu tout ce qui tourne autour. Et notamment, Adil va nous exposer dans un premier temps différents thèmes. Le premier étant les enjeux du digital pour les cabinets, les concepts liés au digital pour les activités des cabinets, et il va faire un focus particulier sur la mission de tenue comptable, et enfin va nous exposer le thème de la JET partagée, et qui sera une très bonne introduction pour l'intervention de Vincent Avenel, qui est parmi nous, qui est le directeur commercial de la société My Company Files. Et donc, j'en parlerai un petit peu plus loin lorsque Vincent va intervenir pour expliquer ce qu'est aujourd'hui My Company Files, leur parcours. Et donc, Vincent va nous présenter, ça va illustrer en fait les propos d'Adil. Alors, par rapport à mon rôle de modération que je vais faire pendant 7h30, je vais vous donner la possibilité de poser des questions via le chat. Et donc ensuite, Vincent, Adil et moi-même pourrons vous répondre par rapport à tous ces thèmes qui vont être abordés.
Donc, pour la petite histoire, dans la vie de tous les jours, j'accompagne en effet les cabinets comptables et les clients dans leur transformation digitale, et ceci depuis 2002 maintenant. Donc, eh bien, je vais passer tout de suite la parole à Adil, et vous pourrez donc au fil de l'eau poser vos questions par le chat. À vous, Adil. Merci Francine. Bonjour tout le monde. Chers consoeurs, chers confrères, c'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous, même virtuellement. Donc, comme l'annonçait Francine, le sujet il est d'une importance clé pour notre profession. Je vais, pour ma part, essayer de vulgariser un certain nombre de concepts. D'abord poser partager avec vous quelques éléments de contexte pour qu'on arrive ensemble à définir quels sont aujourd'hui les enjeux pour notre profession, avant de vous proposer quelques recommandations en termes de transformation numérique, plutôt en termes de méthodologie, comment on pourrait amorcer ce changement, encore une fois, au Maroc, dans le contexte marocain que nous connaissons tous. Juste après, je vais essayer de nous faire rêver tous en présentant un peu ce que pourrait être le cabinet digital, le cabinet que nous rêvons tous, et puis quelques outils pratiques en dernier, quelques quick wins, quelques petites choses que l'on peut mettre en place assez rapidement et qui peuvent nous faire gagner déjà un peu en termes de productivité. Donc, si comment dire, Adila, si vous pouvez me donner le droit de partager, je vois qu'il est bloqué. Comme ça, je peux partager ma petite présentation. Tu peux partager. Tu as le droit. Parfait, c'est bon. Parfait. Donc, commençons d'abord par quelques éléments de contexte. Donc, on va enfoncer quelques portes ouvertes ensemble, mais c'est important pour ce sujet ô combien important. D'abord, le digital dans le monde. À janvier 2020, on a 67% de taux de pénétration en termes d'utilisation de mobile. C'est-à-dire qu'on a 67% de la population mondiale qui dispose d'un mobile. Et 59% disposent d'une connexion Internet et qui utilisent Internet. Donc, ce sont des taux qui ont énormément progressé ces derniers temps. Et au Maroc, le Maroc n'est pas à l'écart. Même les taux de croissance en termes de pénétration et d'accès au réseau est même plus élevé que la moyenne mondiale. Si on regarde le Maroc, donc, en termes de mobile, on a plus de mobiles connectés que de population. On est à 118%. En termes d'utilisation Internet, on est à 69% donc, de population au Maroc qui a accès à Internet. Donc, on sait tous que le Maroc a fait un long chemin là-dessus et heureusement, on l'a fait en peu de temps, un temps assez record. D'autant plus que ces taux-là progressent vraiment à un train très élevé. Les taux de croissance qu'on a vus là-dessus ces dernières années sont vraiment très élevés. Toujours au Maroc, si on va un peu plus loin, on voit que donc, ce sont les chiffres du rapport digital 2021 qui sont, c'est une étude qui a été faite en janvier 2020, donc assez récent. 87% en fait de la population, et là on est au Maroc, se connecte à travers un smartphone. Et uniquement 29% à travers un ordinateur, donc un laptop, enfin un ordinateur. Et ça, j'ouvre juste une petite parenthèse pour nous, experts comptables, et par rapport à nos sites web en fait. Aujourd'hui, quand on voit ces taux-là, moi la première des choses que je me dis, est-ce que mon site internet il est responsive? Est-ce qu'il s'affiche correctement quand quelqu'un le consulte sur son smartphone? Et puis on s'aperçoit que malheureusement dans nos métiers, nos sites web ne sont pas forcément sur les dernières technologies. Donc quand on voit ces deux taux-là, moi ça m'interpelle par rapport à ça. 87% de la population utilise Internet à travers le mobile, là où il n'y a que 29% qui a accès à Internet à travers un ordinateur.
Et je ferme cette parenthèse site web. Alors, on a regardé en termes de population d'une manière générale. Maintenant, au niveau des entreprises marocaines, d'après une enquête qui a été réalisée au niveau national en janvier 2019, 30% à peu près des TPME disent qu'elles ont introduit le digital dans leur process. Donc, c'est du déclaratif, évidemment. Ce taux de 30% est un peu plus élevé chez les ETI, donc les entreprises de taille intermédiaire. Et de l'autre côté, on a 32%, 33% presque des TPME qui disent ne pas avoir du tout abordé la question. Donc, c'est un taux qui est clairement pas très satisfaisant quand on benchmark le Maroc par rapport à la tendance mondiale ou même par rapport à des pays à taille comparable, à économie comparable. D'autant plus, ils sont d'autant moins satisfaisants que quand on regarde ce qu'il y a derrière ces déclarations un peu plus en détail dans l'étude, on s'aperçoit que quand les entreprises déclarent avoir intégré du digital dans le process, on parle principalement de l'utilisation du mail, on parle de choses qui sont relativement basiques. Donc, si on doit creuser ces chiffres, en réalité, ils seraient moins satisfaisants. Maintenant, si on passe à l'administration marocaine. Donc, l'administration, et là, je reviens un peu en arrière, en 2013, quand le plan stratégie Maroc Digital 2020 avait été élaboré, il s'était fixé quelques objectifs qui sont très ambitieux. Notamment 50% des démarches administratives qui devaient être digitalisées. Aussi 20% des PME qui devaient être équipées et connectées à Internet. Je rappelle, alors je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais je rappelle qu'en réalité, il y a moins que 20% d'entreprises qui sont connectées. Donc, c'est un chiffre à mettre en face de l'étude du chiffre qu'on vient de voir et qui est sur du déclaratif. Donc, on est vraiment sur des taux très faibles. Troisième parmi les objectifs de cette stratégie 2020, c'est réduire le gap d'accès au numérique de 50%. Quand on dit le gap d'accès au numérique, évidemment, c'est par rapport aux différentes régions, par rapport aux différentes catégories socio-professionnelles au Maroc. Donc, là, j'ai envie de dire que juste avant Covid, on était très certainement, on n'a pas les chiffres, on n'a pas le bilan de cette stratégie, mais les chiffres, on était clairement en dessous de ces objectifs. La crise Covid est passée par là et je pense que je ne prends pas trop de risques en disant que ces objectifs-là, en tout cas, si je me focalise sur l'administration marocaine, je pense que l'objectif des 50% devrait être atteint en sortie de Covid. On a tous vu que l'administration marocaine a fait énormément d'efforts, même des administrations qui étaient les plus réticentes par rapport à ces changements-là ont fait beaucoup d'efforts. On pense naturellement aux tribunaux, on pense à d'autres administrations, du ministère de l'Intérieur. Donc là, pour le coup, si cette crise a eu quelques effets positifs, ça en est un. Donc, tous ces éléments de contexte, pourquoi ? Avant de tirer les conclusions, nous, en tant que professionnels donc de l'expertise comptable, et là je me positionne plus sur mon métier traditionnel d'expertise comptable, finalement, concrètement, c'est quoi l'impact du digital ? Donc, au niveau mondial, et selon une étude de l'OCDE qui a été réalisée en 2019, 14% des emplois risquent d'être automatisés dans le monde, avec une probabilité qui est supérieure à 70%. On parle de choses qui sont très, très, très probables. Et puis, on a 32%, d'après cette même étude, qui risquent d'être radicalement transformés par les progrès technologiques. Donc là, évidemment, dans ces progrès technologiques, on met naturellement Internet, le digital, le cloud, mais aussi l'intelligence artificielle, qui est un élément clé dans ce progrès-là et qui, pour moi, a eu le plus d'impact en termes de mutation de ces métiers. Et si on se focalise sur nos métiers proprement dit, la dernière étude que j'ai pu trouver, elle date de 2019. Elle a été réalisée en France par l'Institut Sapiens, qui est une espèce de think tank technologique et qui a classé les métiers de la comptabilité en général en 3e position dans la liste des métiers qui sont les plus impactés par le digital et l'intelligence artificielle. Après employés de banque et secrétaires bureautiques. Donc, c'est vous dire que l'impact, il est là, il est imminent
Et dans certains pays qui sont un peu plus en avance que le Maroc en termes d'innovation technologique, on voit que l'impact il est réel. On aura l'occasion de l'évoquer un peu plus tard. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que l'expert comptable, finalement, qui est au centre de tout un environnement, qui est en interaction permanente avec les entreprises, on voit bien qu'elles sont de plus en plus sensibilisées à la digitalisation, même si les chiffres concrètement restent assez faibles. Leurs dirigeants, donc les dirigeants qui sont quelque part repositionnés au centre de tout un écosystème où ils sont noyés d'informations, parce qu'aujourd'hui, les dirigeants d'entreprise, ils sont connectés avec leur banque à travers une application, et puis tout un tas d'autres tiers. Et puis nous, en tant qu'experts comptables, on est en interaction permanente avec eux. On a vu que l'administration également a fait de réels efforts et avec des résultats très, très concrets, notamment grâce à cette crise que nous traversons. Et puis, un autre élément qui sont les collaborateurs. Donc, au niveau de nos métiers, nos collaborateurs, on voit bien que les changements générationnels ont un impact par rapport au digital. On voit bien, on a parlé de la génération Y, maintenant c'est les millennials, pardon. Et effectivement, ce sont des générations qui sont nées et grandies avec le digital et qui ont du mal à concevoir leur profession, leur métier en dehors de cet environnement et qui ne pourraient pas leur offrir les mêmes facilités qu'ils ont aujourd'hui quand ils sont sur les réseaux sociaux ou autres. Donc, tout cet environnement avec lequel l'expert comptable est en interaction permanente évolue et bouge et prend le virage du digital. Je rajoute à cela un autre élément qui est la concurrence. Cette concurrence a aussi une particularité parce que traditionnellement, on était en concurrence par rapport à des métiers similaires. Aujourd'hui, la concurrence, elle ne vient pas de là. Elle vient clairement des entreprises technologiques. Quand on voit ce qui se passe en Europe, la concurrence qui est faite au métier d'expert comptable, notamment sur ces métiers, ces métiers traditionnels, elle vient des opérateurs technologiques. Je citerai juste un exemple qui était assez frappant. Alors évidemment, c'est arrivé en France, où il y a peut-être de cela un peu plus d'un an, 2 ans peut-être, le robot Georges. Donc Georges, qui est, en fait, c'est une start-up qui a développé un outil en se basant un peu sur toutes les technologies d'intelligence artificielle et ce robot permet à des clients traditionnels de cabinets d'expertise comptable, en l'occurrence les professions libérales, de pouvoir faire leur comptabilité, de pouvoir établir leurs déclarations de façon ultra intuitive, sans forcément avoir des bases en comptabilité et en fiscalité. Et c'est que de la machine derrière qui va leur demander des informations de façon très intuitive et qui derrière, ce robot est capable de sortir jusqu'à l'alias fiscal, faire la télédéclaration, etc. Et c'est quelque chose qui effectivement n'avait pas été anticipé clairement par la profession. Et mine de rien, cette application a pu quand même prendre pas mal de clients. Alors, encore une fois, on reste sur de la TPE, et en l'occurrence pour ce cas, c'est des professions libérales, mais c'est quand même des clients traditionnels de l'expert comptable. Et à un coût, si ma mémoire est bonne, peut-être de 20 € par mois, quelque chose comme ça. Voilà. Alors évidemment, en tant qu'expert comptable, on n'est pas forcément en concurrence directe par rapport à ces applications-là, loin de là. On est tous d'accord pour dire que dans expert comptable, il y a d'abord expert, il y a une dimension conseil et une dimension accompagnement qui aujourd'hui n'est pas, à mon sens, automatisable ou digitalisable, mais je parle de cet exemple pour dire que voilà un cas précis d'avancée qui n'était pas forcément anticipé. On était loin d'imaginer que la machine était capable de faire ça. La technologie avance à vitesse grand V, donc il faut qu'on se prépare. En conclusion, je dirais que la transformation digitale du cabinet par rapport à tous ces éléments-là est une nécessité. Ce n'est pas une option. Alors, passons maintenant aux enjeux pour notre profession. On a d'abord un enjeu qui est lié à la productivité. On sait tous que notre marché
est de plus en plus concurrentiel en termes de prix. Il est aussi, il le sera, je pense, très rapidement par rapport à de nouveaux opérateurs, dont je vais parler plutôt aux opérateurs technologiques. Pourquoi pas les banques qui s'intéressent de plus en plus au flux de leurs clients TPE et qui pourraient évidemment, dans un futur proche, proposer des solutions de pré-comptabilité, ce genre de choses. Donc, on a un sujet de productivité. Si on veut progresser, garder notre position on va dire de conseil privilégié des dirigeants, on est obligé, ça n'engage que moi, on est obligé d'être plus productif. C'est aussi une façon de se décharger de toutes les tâches répétitives pour consacrer plus de temps à du conseil, à de l'accompagnement qui génère clairement la satisfaction client. Le deuxième enjeu pour notre profession, c'est une question de positionnement ou d'image. C'est aujourd'hui, effectivement, l'expert comptable est reconnu par les entreprises comme étant le premier conseil. C'est un peu le médecin de famille de l'entreprise ou du dirigeant. On va le consulter de façon spontanée sur tout un tas de sujets en relation avec la gestion d'une façon générale. Et on a un enjeu là-dessus parce qu'effectivement, les dirigeants sont de plus en plus sollicités par tous ces opérateurs de l'écosystème. On a un enjeu là-dessus aussi par rapport à la modernité. On ne peut pas rester à l'écart de ces mouvements. Les entreprises le voient, je disais tout à l'heure, le dirigeant il est connecté avec sa banque via une application, il a accès à des services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il serait franchement pas soutenable qu'un expert comptable reste encore des années et des années avec une façon de communiquer avec son client, avec une façon de produire qui serait traditionnelle. Troisième enjeu, c'est un enjeu d'attractivité du métier. Ce n'est pas nouveau, c'est une tendance qui existe depuis quelques années. Le métier attire de moins en moins de jeunes talents, il faut le dire, et je pense que la digitalisation a un rôle à jouer là-dessus. Je pense que la digitalisation est quelque chose qui peut être un levier pour améliorer l'attractivité du métier parce que justement, au fond, elle nous permet de nous décharger de toute la partie répétitive qui pourrait rebuter un peu ces jeunes talents et consacrer plus de temps sur du conseil. Le quatrième enjeu, c'est un nouveau marché. Un nouveau marché parce que il y a une nouvelle typologie de clients, d'entrepreneurs, de créateurs d'entreprises, dirigeants, qui sont, encore une fois, très habitués dans tout ce qu'ils font au quotidien à du digital. Et dans une grande partie de ces clients ne concevraient pas une relation avec l'expert comptable qui ne serait pas sur des bases digitales. Et c'est aussi un nouveau marché dans le sens où les experts comptables peuvent très bien se positionner comme pour accompagner leurs clients dans leur propre digitalisation. Je le disais encore, donc on est le conseiller privilégié de l'entreprise. D'autres pays sont un peu plus en avance là-dessus. On voit bien que l'expert comptable arrive à accompagner ses clients dans ses choix d'outils digitaux, dans sa réorganisation liée à cette digitalisation, etc. Donc, c'est aussi un nouveau marché sur lequel je pense qu'on a beaucoup d'atouts pour se positionner. Quelques recommandations par rapport à cette transformation digitale. Quand on pense transformation digitale, c'est une transformation avant d'être digitale. Donc, c'est un changement assez profond. C'est un changement qui est assez important parce qu'on touche aussi aux habitudes des personnes, on touche à l'organisation. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire avec méthode. Francine aura l'occasion tout à l'heure de nous en dire un peu plus. C'est plutôt elle la spécialiste de la chose. Moi, pour ma part, je vais juste donner quelques recommandations en termes de démarche. Premièrement, il faut diagnostiquer. La digitalisation, ce n'est pas une petite évolution, ce n'est pas un outil qu'on va acheter et qui permet de faire telle et telle chose et qu'on va placer et espérer derrière un gain de productivité ou un miracle en termes de relations clients. C'est d'abord une démarche. Donc, on démarre par diagnostiquer les forces et les faiblesses du cabinet. Ça permet d'évaluer la maturité digitale
tous les cabinets ne sont pas au même niveau en termes de maturité par rapport au digital. Il y en a qui sont déjà bien dedans, si j'ose dire, qui ont des collaborateurs qui sont plus habitués, très habitués aux outils, et d'autres qui ont peut-être un peu plus de chemin à faire. Donc, il faut faire ce diagnostic, identifier les forces et les faiblesses, et ne pas oublier dans cette démarche le client qui est au centre de tout ça. Il faut aussi analyser le portefeuille et aussi les clients cibles pour dire où est-ce qu'ils en sont finalement, quel est leur niveau d'appétence au digital. Ce sont des éléments clés pour pouvoir établir un plan d'action qui est un peu la deuxième étape, c'est définir la stratégie digitale. Surtout pas y aller, encore une fois, par bout complètement déconnecté. Ça serait à mon sens une erreur. Donc, sur la base de ce diagnostic, il faut établir une stratégie digitale. Qu'est-ce que le cabinet a envie de faire? Où est-ce qu'il veut arriver? Et le formaliser. C'est important. Et évidemment, communiquer dessus pour avoir le maximum d'engagement en interne au niveau du cabinet. Ensuite, il faut faire un moment des choix. Il faut définir les métiers du cabinet. On n'a pas vocation, et encore une fois, ça n'engage que moi, on n'a pas vocation à tout faire. On est effectivement reconnu pour être des professionnels pluridisciplinaires, mais on n'a pas vocation à tout faire. Donc, il faut définir les métiers du cabinet, il faut les prioriser et les cartographier en mettant en face les compétences dont nous disposons au cabinet. Et là, il faut raisonner plus en termes de rôle plutôt que fonction. Là, il faut, si on veut que la transformation soit réussie, il ne faut plus raisonner sur l'historique, la fonction de chacun. Non, il faut imaginer la chose comme étant un processus et que tout un chacun a un rôle selon où est-ce qu'il se situe dans cette chaîne de valeur. Quatrième point, identifier les besoins clients. C'est important parce qu'il faut anticiper aussi un certain nombre de changements. Si on fait une transformation digitale aujourd'hui, c'est pour répondre évidemment aux besoins des clients aujourd'hui, mais il faut aussi, à mon sens, faire un peu d'anticipation, voir nos clients vers où ils s'orientent. Et là, ça se fait cabinet par cabinet parce qu'on n'a pas forcément la même typologie de clients, et évidemment adapter les process aux besoins clients. Je pense que nous devons nous familiariser de plus en plus avec des choses qui relèvent du parcours client, qui relèvent de la satisfaction client. C'est quelque chose qu'on ne fait, voilà, on n'a pas attendu aujourd'hui, mais le parcours client, c'est des notions qui sont plutôt qui sont marketing, qu'on n'a pas forcément, nous, tendance à intégrer dans nos process. Ben, je pense qu'il faudrait d'autant plus quand on va sur le digital, parce que là, pour le coup, le parcours, il est en partie digitalisé. Donc, il faut vraiment réfléchir, se mettre à la place du client et se dire d'où est-ce qu'il part, vers où il arrive dans ce process digitalisé pour que ce process ne soit pas déshumanisant, si j'ose dire. Cinquième point, en termes de recommandation, c'est transformer les modes de production. Évidemment, on a tendance à penser ça en premier. On a tendance à dire d'abord comment je produis, d'abord comment je gagne en productivité, mais il y a des étapes avant. Mais si on veut parler de transformation des modes de production, il faut d'abord gérer le projet en mode projet. C'est vraiment un vrai projet de transformation, en gardant l'agilité qu'il faut, en ayant un plan d'action effectivement formalisé et bien formalisé, bien déterminé, mais aussi garder l'agilité parce qu'au fur et à mesure qu'on déploie, qu'on avance sur plan d'action, il faut garder la possibilité de faire des ajustements pour mieux atteindre notre objectif. Oui, il faut construire aussi une organisation optimisée, mais optimisée, une organisation qui répond aux besoins des clients, mais attention à trop s'éloigner de la standardisation. Il faut qu'elle soit uniforme. Si on dit tel type de dossier, j'ai bien identifié de quel client il s'agit, de quel type de travaux, quand on dit cette typologie-là, je dois la traiter avec telle procédure, c'est important que cette procédure elle soit uniforme et appliquée. Sinon, on perd tout l'intérêt de la chose et on ne va pas forcément atteindre notre objectif en termes de gain de productivité. Et puis, automatiser tout ce qui peut l'être. Donc, là où il y a de l'outil, là où la technologie peut automatiser, je ne vois pas de raison aujourd'hui de ne pas s'appuyer dessus. Sixième et dernier point, intégrer la dimension sécurité.
Je ne suis pas forcément le spécialiste de la chose en termes de sécurité, mais c'est important. Nous sommes tenus par la confidentialité sur nos dossiers. Donc, il faut prendre la chose de façon très sérieusement, de façon très sérieuse, et puis intégrer tout au long du processus les mesures de protection de données. On a tous entendu ou lu des choses, certains victimes de cyberattaques. Donc, il faut faire très attention à ça. Alors, maintenant, je vais nous faire rêver, comme je disais. Donc, quel pourrait être le cabinet digital? Alors là, je vais faire un focus sur une typologie de mission qui est la tenue comptable, simplement parce que c'est là où, on va tous être d'accord là-dessus, c'est là où on souffre le plus en termes de temps passé, en termes de tâches répétitives. Donc, avant de rentrer dans ce schéma, évidemment, ce schéma, il n'est que sur la tenue comptable. Je ne traite pas de l'audit, je ne traite pas des autres types de missions. Et il ne couvre pas non plus toutes les procédures, on va dire, transverses, du style l'élaboration de la lettre de mission, communiquer la lettre de mission au client, du style gestion interne, que ce soit des temps passés, de la rentabilité du dossier, etc. Donc, vraiment, je fais un focus sur le processus de production d'une mission de tenue comptable de bout en bout. Donc, ce processus, on démarre toujours par de la collecte d'informations. Après, il y a une phase de traitement des données et derrière de la restitution, que ce soit aux clients ou aux autres tiers. Donc, démarrant par la collecte. Donc, sur des factures clients, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez opérationnel dans beaucoup de nos cabinets. On peut importer, quand le client dispose d'un système de facturation, on peut importer des choses. Et généralement, les outils comptables dont nous disposons au Maroc permettent de faire des imports. Donc, on peut importer des flux, les transformer en écriture et derrière les importer. D'autres outils permettent d'intégrer et de faire des affectations dans l'outil, mais c'est quelque chose qui est globalement opérationnel. Je rappelle juste, entre parenthèses, que, encore une fois, je suis en train de décrire un schéma théorique. On sait tous que l'offre logicielle au Maroc est relativement pauvre et qu'il nous manque pas mal de briques sur ces technologies. On va en parler au fur et à mesure. Sur les factures fournisseurs, évidemment, dans un cabinet digitalisé, on peut imaginer le client qui, à partir de son smartphone, il va prendre la photo de la facture et puis qui va automatiquement derrière atterrir dans une bannette électronique, un espace de stockage, et qui derrière continue son chemin vers la comptabilité, vers le cabinet. Ces mêmes factures peuvent être également, et des outils le proposent notamment à l'étranger, peut envoyer toutes ces pièces à une adresse mail dédiée. Donc, il existe des outils, encore une fois, pas au Maroc à ma connaissance, qui créent une adresse mail dédiée à ce client-là, et à chaque fois qu'il a en sa possession sur sa boîte mail des factures, il va juste envoyer à cette boîte mail intelligente qui va s'occuper de faire le tri derrière. Les notes de frais, c'est aussi une tannée à traiter dans nos métiers. Là, c'est pareil. Elles peuvent être scannées et derrière, elles atterrissent sur cette bannette électronique. Elles peuvent être aussi envoyées via ce mail dédié. Les factures, ici on a les factures fournisseurs digitalisées. En fait, là, je fais référence plus à des grands fournisseurs, notamment électricité, télécom, mais pas que, qui disposent déjà de plateformes digitales où leurs clients peuvent se connecter et télécharger leurs factures. Il faut savoir qu'il existe des automates. En tout cas, la techno est disponible. À ma connaissance, au Maroc, ce n'est pas forcément déployé, mais il y a des technologies qui existent et c'est une espèce d'automate qui va aller se connecter régulièrement une fois que l'entreprise a donné à ce robot, à cette machine, son login, son mot de passe pour aller se connecter à la compagnie de distribution d'électricité ou à la compagnie télécom. Ce robot va de façon très régulière aller consulter
Et dès qu'il trouve une nouvelle facture, il va aller automatiquement la télécharger et la ramener vers cette plateforme, donc soit la bannette électronique, soit directement vers la lecture optique. On va parler un peu plus tard. Pour ce qui est des transactions bancaires, la voie la plus classique aujourd'hui, c'est de se baser sur les relevés bancaires papier. Certains parmi nous, avec nos clients, on arrive à importer du Excel, du CSV, des choses qui viennent de la plateforme de la banque, mais ça reste du manuel, c'est-à-dire que soit le client, soit le cabinet qui va aller se connecter pour télécharger ces transactions et aller essayer de les exploiter ici pour en faire sortir des écritures comptables. Il faut savoir qu'il existe, encore une fois, à l'étranger, malheureusement, ce qu'on appelle de l'agrégation. Et en fait, l'agrégation, c'est quoi? C'est simplement un robot. Donc, il y a deux technologies qui existent. C'est soit du web service, c'est-à-dire que c'est la banque qui met à disposition un web service où tout logiciel effectivement adapté, autorisé, préalablement autorisé, peut venir et télécharger de façon automatique ces flux-là, donc les transactions bancaires de l'entreprise, ou du web scrapping, qui est une technologie plus ou moins contestée, mais qui a fait son chemin à l'étranger, où là, c'est un robot qui va aller prendre le même chemin que l'entreprise quand elle se connecte sur la plateforme de la banque en mettant son login, son mot de passe, et qui va aller récupérer, extraire ces données. Là, le grand intérêt de l'agrégation, c'est que c'est de l'automatique. Ce n'est pas une importation que l'on fait de façon ponctuelle, manuelle, et avec les risques qui vont avec, d'oublier d'extraire des mouvements, d'extraire 2 fois les mêmes mouvements, ce qui pose derrière des problèmes en termes d'affectation. L'agrégation, voilà, c'est automatique et ça gère la périodicité de façon un peu plus intelligente pour éviter ces erreurs. Donc l'agrégation au Maroc, je sais qu'au sein de la commission digitalisation, il y a un comité qui travaille sur ces sujets-là, mais aujourd'hui, elle est principalement bloquée, si j'ose dire, en termes de déploiement au Maroc, plus par réticence des banques d'ouvrir cette possibilité-là. Mais nous, en tant que professionnels, vraiment, ça nous faciliterait la vie de pouvoir avoir des automates qui vont chercher les transactions du client automatiquement, de façon automatique, tous les jours, même plusieurs fois par jour, et ces flux se déverseraient dans nos logiciels de production de façon automatique. Il ne nous reste plus qu'à les affecter. Donc, en termes de collecte, voilà un peu le schéma. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, mais j'essaie d'exposer les différentes possibilités qui existent. Pour une typologie de clients TPE, il y a un modèle qui existe, et des outils d'ailleurs, qui permettent, au lieu que le client soit sur ses propres logiciels, et puis nous derrière, on va aller ici chercher à synchroniser, à importer des choses, mettre à disposition, donc ce modèle consiste à mettre à disposition par le cabinet à ses clients, principalement TPE, des outils, un outil de facturation, des petits outils de gestion, de trésorerie avec quelques indicateurs de gestion. L'avantage, c'est qu'effectivement, pour cette clientèle TPE, c'est que ça leur apporte de la valeur en termes de gestion courante parce qu'on leur met à disposition un outil intelligent et qui les aide dans leur propre transformation digitale. Mais en même temps, pour le cabinet, le fait que ça soit un outil mis à disposition par le cabinet, généralement, il fait partie du logiciel ou de l'environnement informatique du cabinet, ou alors il se synchronise de façon intelligente et sécurisée avec le logiciel de production du cabinet, ce qui permet d'avoir toutes ces informations-là en termes de facturation client, en termes d'achat fournisseur, en termes de notes de frais, de façon automatisée. Et derrière, c'est que du mapping pour partir de flux vers des écritures comptables. Tout ce qui est facture d'achat, une fois qu'elles sont dans ce qu'on peut appeler une bannette électronique, il y a la technologie d'ossérisation, donc de lecture optique avec de reconnaissance optique,
qui, avec une brique d'intelligence artificielle qui progresse d'ailleurs assez vite, arrive aujourd'hui à avoir des taux de lecture et de reconnaissance qui sont très, très satisfaisants. On est sur du plus de 80% si on se met en France. Vincent, toi ou Francine pourront nous en dire peut-être un peu plus tard. Mais on est sur du papier qui est numérisé, qui est ici à travers de l'OCR lu et transformé en data. Et avec un peu d'intelligence artificielle et aussi un peu de paramétrage, on peut derrière extraire des écritures comptables qui sont proposées sur l'outil. Évidemment, c'est le cabinet qui, in fine, passe l'écriture ou pas, mais c'est quand même un gain de temps qui est très significatif que de pouvoir arriver avec, sur l'outil de production, avoir la copie de la pièce et derrière déjà une écriture qui est déjà proposée. On n'est que sur du contrôle et de la validation et on n'est pas sur de l'affectation qui prend un peu de temps. Pardon, j'ai touché maladroitement mon écran. Alors, au niveau des relevés bancaires, donc, les relevés papier peuvent aussi être ossérisés. Donc on peut utiliser ces technologies pour pouvoir lire et extraire les transactions. Là, pour le coup, il y a des choses qui existent au Maroc par rapport à l'OCR, donc à la lecture optique des relevés bancaires. Et derrière, il y a ce qu'on appelle la catégorisation. Donc, c'est l'affectation. Cette catégorisation, elle peut être faite en partie de façon automatique parce qu'il y a un effet d'apprentissage. Une fois que l'outil a compris que si sur le relevé bancaire, il y a écrit IAM, c'est ça et que la dernière fois, l'utilisateur l'avait affecté, comptabilisé de telle façon, l'outil, avec un peu d'apprentissage, il est capable de reproposer la même chose. Et puis, il y a aussi l'intelligence artificielle qui, pour le coup, au-delà de tout paramétrage, peut aussi proposer des choses en termes d'écriture qui sont proposées aux collaborateurs qui, derrière, valident l'affectation. Dernière phase, donc une fois qu'on a géré toute la phase de traitement au sein du cabinet, derrière il y a des restitutions. Donc, des restitutions qui sont envoyées principalement vers les clients, mais pas que, aussi vers les autres parties prenantes, notamment les administrations fiscales. Ces restitutions, dans un monde idéal, dans un cabinet digitalisé, passeraient par une interface d'échange, donc une espèce de plateforme qui fait le lien et qui canalise tous les échanges entre le client et le cabinet. C'est une interface qui peut être dans les deux sens, c'est-à-dire que là, on l'évoque dans le sens restitution, mais ça peut être aussi une interface, et Vincent nous l'expliquera un peu plus tard, une interface de collecte aussi d'informations. Quand on parle typiquement, là on est sur de la tenue comptable, mais si on passe un peu à la gestion de la paye, on peut très bien collecter des variables de paye à travers cette même interface d'échange qui derrière atterrirait automatiquement dans notre outil de production de la paye. Donc cette interface d'échange, juste quelques exemples, donc elle peut bien sûr faire transiter des livrables qui sont du reporting, tout un tas de choses, tout ce qu'on peut livrer tout ce qu'on livre régulièrement à nos clients. Elle peut contenir aussi une gestion électronique de données qui est avec une arborescence précise et qui a l'avantage, pour le coup, d'être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en général, et accessible du client. Et c'est quelque chose qui aussi, nous, en tant que cabinet, nous fait gagner du temps. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord, le nombre de fois où nos clients nous demandent et nous redemandent dans l'année les mêmes états, les bilans ou autres, le fait de mettre en place une solution comme ça nous permettrait de gagner du temps. Cette plateforme, évidemment, peut avoir des fonctionnalités de notification. À chaque fois, d'un côté ou de l'autre, il y a des documents qui sont déposés. De l'autre côté, on est notifié par mail, par tout un tas d'autres outils. Cette plateforme peut être web, mais aussi mobile. Alors, les mêmes fonctionnalités, on peut les avoir aussi sur le mobile. Et elle peut aussi inclure un workflow de validation. Aujourd'hui, généralement, sur nos livrables, on va demander une confirmation à nos clients sur un certain nombre d'éléments. Cette plateforme peut contenir ces échanges et ça aura l'avantage d'être stocké, tracé avec toutes les validations. Adil, on va accélérer un petit peu le mouvement. Il me reste un petit slide, j'en ai fini avec le cabinet digital. Donc l'idée, encore une fois, là-dessus, c'est que
toutes ces briques ne sont pas disponibles encore au Maroc, la commission digitalisation travaille aussi dans ce sens avec des éditeurs nationaux, mais aussi des éditeurs étrangers, pour essayer d'amener au maximum ces technologies au Maroc. Voilà en ce qui concerne le cabinet digital. Dernier slide, je vais ouvrir une petite parenthèse pour dire que il y a certains outils qui, pour certains parmi nous, sont déjà utilisés et on a l'habitude de travailler avec, pour d'autres un peu moins, mais ce sont des choses qui existent, qui sont disponibles et qui peuvent être très très rapidement utilisées et avec un vrai impact en termes de productivité. Les mails, oui, Outlook et tous les autres clients mail qui existent, mais il y a aussi un opérateur qui s'appelle Front et en fait, c'est une startup qui est partie du mail, qui le transforme quelque part en tâche et en un échange en interne. C'est-à-dire qu'à partir d'un mail client dans lequel il y a peut-être une demande, on peut avoir une conversation en interne, on peut se dispatcher le travail jusqu'au livrable final. Donc, c'est du mail un peu plus intelligent. Les solutions de stockage cloud, OneDrive de Microsoft, Google Drive, Dropbox, c'est quelque chose que vous connaissez. Je l'ai mis ici parce que ça peut servir aussi comme espace de partage aussi avec les clients. Ça n'offre pas évidemment toutes les fonctionnalités que l'on peut attendre dans un monde idéal, comme je l'ai expliqué, en termes de notification et tout un tas de choses, mais ça peut être déjà une meilleure solution aujourd'hui que du papier. Gestion des tâches, l'outil phare il s'appelle Trello aujourd'hui, il permet de structurer un certain nombre de tâches, les partager avec des collaborateurs, les assigner à certains, établir des checklists, évidemment avec de la communication autour de ça. Gestion de projet, les deux outils phares sont Microsoft Teams, que l'on connaît plus pour sa fonctionnalité webconférence, mais qui a aussi beaucoup d'autres fonctionnalités collaboratives, au même titre que Slack, son principal concurrent. Et en fait, ce sont des solutions qui permettent de travailler à distance, de collaborer en interne autour de projets, donc pour nous, sur des travaux pour le compte de nos clients. Et dernière solution que j'aimerais partager avec vous, c'est l'automatisation des tâches. Donc, c'est l'outil Microsoft Flow qui permet, à partir d'un certain nombre de déclencheurs, d'automatiser derrière des actions qui peuvent être générées automatiquement. J'en ai fini. Dernier mot. La transformation numérique, c'est une grande transformation. Il ne faut pas prendre la chose à la légère. J'essaie de faire passer le message au fil de ma présentation. Pour conclure, je dirais que je n'ai pas trouvé mieux que cette citation. Ce n'est pas en améliorant la bougie qu'on a inventé l'ampoule électrique. J'y crois et je pense que la transformation digitale des cabinets s'inscrit complètement dans ce registre. Donc, merci Sandrine. J'espère que je n'ai pas trop débordé. Merci beaucoup Adil. C'était vraiment très intéressant parce que vous avez vraiment planté tout le décor. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées et auxquelles vous avez en grande majorité répondu d'ailleurs. Alors, il y a deux questions, je pense que vous répondrez peut-être après l'intervention de Vincent parce que ça va complètement illustrer justement tous vos propos. C'est une question importante sur la digitalisation. Est-ce qu'elle peut remplacer un comptable? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Et puis, une autre question par rapport aux recommandations que l'ordre peut faire justement par rapport à cette transformation digitale. Donc, deux éléments importants aussi. Alors là, après l'intervention d'Adil, eh bien, nous allons laisser la parole à Vincent, qui est le directeur commercial de My Company Files. Alors, pour la petite histoire, My Company Files a été créé en 2011 par M. Charles-Olivier Diebold. Et cette société met justement à la disposition des cabinets comptables et de leurs clients une plateforme d'échange et pour partager vraiment tout type de documents, que ce soit, il y a une GED, il y a de l'actualité, il y a des requêtes, et puis surtout, le but étant de répondre à l'accompagnement des clients. Donc, sujet qui a été très bien abordé par Adil. En tout cas, c'est une porte d'entrée digitale pour les clients du cabinet et interconnectée avec tous les outils métiers et accessible depuis un ordinateur
une tablette ou un smartphone. On a vu tout à l'heure l'importance du smartphone aujourd'hui. C'est un grand facilitateur pour gérer les flux de collecte et la restitution aux clients. Donc voilà, je laisse la parole à Vincent qui va nous présenter en fait ce qu'est le portail My Company Files. Un grand merci Francine et bonjour à tous. Je suis ravi d'être devant vous, bon, virtuellement, mais je suis ravi d'être ici. Et donc, je vais vous présenter effectivement My Company Files. Francine a bien introduit notre solution. Ça fait effectivement plus de 9 ans que la société existe. Nous, on travaille essentiellement pour des cabinets d'expertise comptable en France et un petit peu à l'étranger. Aujourd'hui, on accompagne plus de 450 cabinets de 1 à 600 collaborateurs. Et comme l'a dit Adil, finalement, il ne suffit pas de prendre une solution, il faut aussi accompagner le cabinet et l'entreprise dans cette transformation digitale. Donc, on a un retour d'expérience de 9 ans, finalement, de notre existence sur ces 450 cabinets et on avance justement dans ces logiques et process de mise en place de projets digitaux dans les cabinets. Alors, nos constats sur le marché, Adil a fait un très beau schéma. On partage la même vision des constats. Le premier constat, c'est que dans les cabinets d'expertise comptable, il y a une multitude de flux. On a fait l'exercice de cartographier tous ces flux et on s'est aperçu qu'il y a plus de 57 flux dans les cabinets. Et finalement, c'est normal. Du coup, ils ne sont pas maîtrisés. C'est l'arrivée des nouvelles technologies, l'arrivée de l'email et finalement, l'arrivée d'autres technologies pour transmettre la donnée font qu'il y a cette multitude de flux qui ne sont pas maîtrisés dans les cabinets. Un constat également partagé par Adil, c'est que vous avez une multitude d'outils dans les cabinets. On l'a vu sur le slide, on va avoir l'outil de production comptable qui est au cœur finalement du cabinet. Mais il peut y avoir des outils d'OCR qui peuvent s'agréger. Si vous souhaitez mettre à disposition de vos clients des outils de gestion, vos clients vont avoir également des scans. Ils vont parfois vous prendre en photo les factures, etc. Et finalement, ça va faire une multitude de portes d'entrée digitales pour vos clients dans le cabinet. Donc, ces flux qui sont non maîtrisés et subis, pourquoi? Parce que vous avez des retards de vos clients, des boîtes mail qui sont surchargées. Il faut savoir qu'un collaborateur reçoit en moyenne 60 emails par jour et sur ces 60 mails, 50% contiennent une pièce jointe. Il faut vraiment réduire un maximum ces emails avec des pièces jointes car finalement, le fait de télécharger l'email, de le déposer dans le logiciel, etc., ça ne prend pas beaucoup de temps, mais c'est de la micro-tâche et multiplié par 30, on va perdre beaucoup de temps sur ces tâches-là. On a aussi le syndrome de la boîte à chaussures, donc vos clients qui vous amènent les factures bien rangées ou pas au cabinet directement et après vous devez les scanner. Là, vous perdez aussi pas mal de temps. Des solutions tierces qui sont peu utilisées, c'est-à-dire que dans votre process, quelques clients vont utiliser certaines solutions, d'autres non, etc. Donc, compliqué pour les collaborateurs de suivre avec quel client on va utiliser telle solution, tel client, tel autre, etc. Et voilà, donc finalement, des process qui ne sont pas uniformes. Et la question que je vous pose aujourd'hui, c'est est-ce que vous savez combien ça vous coûte? On a fait l'exercice, je vais vous présenter après notre calcul. Et le résultat de cet exercice, c'est de dire que finalement, vous allez avoir un gain de 17h35 par collaborateur et par mois si vous uniformisez vos process. Alors, comment on a calculé? Notre méthode de calcul, elle se base sur 3 segments. Le premier segment, c'est les rappels automatiques. Si vous posez la question à votre collaborateur, il va vous dire que tous les mois, il va rappeler à votre client qu'il doit vous transmettre de la donnée. Le fait de mettre en place un rappel, de choisir la récurrence, c'est un rappel qui va partir en fonction de la périodicité du client. Le client reçoit ce rappel, là, vous allez gagner du temps parce qu'il est fait une fois pour toutes. Le deuxième point sur lequel vous allez gagner en productivité, c'est la restitution. C'est-à-dire que vous allez mettre à disposition tout ce que vous avez produit dans votre cabinet, les liasses, les bilans, etc., les bulletins de paye, vers votre client. Est-ce que vous lui envoyez par mail?
le client vous rappelle 3 semaines plus tard pour vous redemander le même document, vous perdez encore du temps. Le fait de lui mettre à disposition de façon automatique depuis votre jet de production vers une jet partagée, vous allez gagner du temps et apporter aussi de la valeur à votre client. Et enfin, le dernier segment sur lequel vous allez gagner le plus de temps, c'est la collecte de données. C'est cette fameuse collecte où finalement, il va falloir simplifier la vie de votre client pour simplifier la vie de votre collaborateur. Et pour simplifier la vie de votre client, il va pouvoir utiliser des outils simples que le client peut utiliser. Et effectivement, c'est le mobile qui va être en partie utilisé, mais pas que, parce qu'on va pouvoir prendre en photo depuis le mobile, mais aussi envoyer depuis un scanner ou depuis son ordinateur. En fait, l'objectif, ça va être de s'adapter à son client. Et finalement, on arrive à ces 17h35 par mois et par collaborateur. Alors, quand on met un projet en place, un projet digital, il y a des règles de bon sens. La première règle de bon sens, c'est d'abord traiter les sujets par ordre décroissant de douleur. C'est-à-dire, quand vous faites votre diagnostic, comme vous a présenté Adil, ça va être dire où est-ce que j'ai le plus mal. Est-ce que j'ai plus mal dans ma collecte de données? Est-ce que j'ai plus mal dans ma restitution? Ou alors, ça peut être ailleurs. Mais vous allez devoir traiter ce sujet-là en priorité. La deuxième chose, la deuxième règle de bon sens, c'est qu'il faut vous mettre systématiquement à la place du client. Quand vous allez vouloir mettre en place une solution digitale, mettez-vous à la place du client. Dites-vous comment mon client va percevoir cette nouvelle solution. Est-ce que c'est simple pour lui ou finalement est-ce que ça me fait gagner que du temps à moi? Et enfin, se mettre à la place aussi du collaborateur. Ne pas prendre des décisions seul. Il faut consulter vos collaborateurs, mais avancer avec eux et leur expliquer pourquoi mettre une solution digitale au sein du cabinet va leur apporter de la valeur. Alors voilà un schéma des flux qui reprend finalement les mêmes schémas que Adil, avec deux questions fondamentales qu'il faut se poser quand vous allez dessiner vos flux dans votre cabinet. La première question, c'est comment vous collectez la donnée vers vos clients. Donc, comment collecter la donnée efficacement vers les clients. L'objectif ensuite, c'est que cette donnée, une fois qu'elle est collectée, qu'elle puisse aller directement soit dans le logiciel de production ou dans un logiciel OCR. Et la deuxième question va être, une fois que la donnée est produite, comment je la restitue à mon client. Deux questions fondamentales à se poser. L'intérêt d'utiliser une plateforme digitale en mode plateforme de communication avec mon client va vous permettre de collecter toutes sortes de données, que ce soit des données sociales, des données fiscales ou comptables, et de pouvoir les router vers les différentes solutions. Finalement, le client aura une porte d'entrée pour la collecte, mais en plus, vous allez pouvoir lui mettre à disposition tout ce que vous avez produit au même endroit. Alors, voici le schéma de collecte de factures. On va retrouver sur la gauche de l'écran les sources et formats. Quelques sources et formats. Vous avez les factures reçues au format papier. Ensuite, on va avoir le moyen de transmission. Et enfin, l'objectif va être d'optimiser ce schéma. Donc, sur les sources et formats, on a les factures reçues au format papier et ainsi les factures reçues par mail. On peut également ajouter les factures qui sont présentes dans les espaces marchands. Systématiquement, pour récolter cette donnée, il y a un rappel vers le client. Ensuite, quels sont les moyens de transmission? Soit le client vous l'apporte, donc il va scanner le cabinet va scanner la donnée. Soit le client vous scanne directement la donnée. Il peut prendre en photo depuis une application smartphone. Pour les factures reçues par mail, il peut télécharger la facture et la déposer. Il peut la transférer vers une boîte mail d'un collaborateur, la transférer vers une boîte mail d'une plateforme. Plusieurs façons. Ensuite, ces données vont être numérisées. Et après, on va s'occuper du moyen de transmission.
plusieurs moyens de transmission. Ça peut être des drives, voilà, les outils que Adil vous a présentés pour communiquer avec vos clients. Ça peut être les boîtes mail, les solutions de production directement ou des plateformes connectées. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a enlevé, ce qui n'était pas pratique pour les collaborateurs. Et ensuite, ce qui n'était pas pratique pour le client. Finalement, on va avoir un schéma qui est optimisé, qui permet de récolter la donnée de façon simple pour le client, mais qui simplifie aussi la vie du collaborateur. C'est-à-dire qu'on va récolter la donnée, le client va pouvoir la scanner directement, la prendre en photo ou la transférer vers une boîte mail, mais vers une boîte mail par exemple de la plateforme, et pour ne pas surcharger la boîte mail du collaborateur. La plateforme va gérer le document et l'envoyer directement dans les outils de production ou d'OCR. Une question à vous poser, avez-vous pensé à votre parcours client? Est-ce que vous avez dessiné vos flux? Est-ce que vous savez dire à vos clients comment vous souhaitez récolter cette donnée et quelle est votre relation avec votre client? Est-ce que vous avez réfléchi à cette question? Alors, souvent, vos clients ont un scanner traditionnel où ils peuvent également prendre en photo directement depuis leur smartphone et vous envoyer par mail. Voilà les outils de votre client. Alors, quelles sont nos lignes directrices, nous, chez My Company Files? Ça va être d'offrir à votre client un point d'entrée unique dans le cabinet, une porte d'entrée digitale dans votre cabinet, en défendant la marque du cabinet. C'est-à-dire qu'on va développer une plateforme web en marque blanche avec votre logo, votre charte graphique, une application smartphone en marque blanche pour vraiment défendre cette marque cabinet. Ça défend aussi votre marque employeur. C'est-à-dire que quand vous souhaitez recruter, les futurs talents vont regarder votre site web, ils vont aussi regarder si vous avez une appli mobile. Vous allez être plus attrayant qu'un autre cabinet parce qu'ils vont voir que vous êtes vraiment dans la tendance digitale. Vous allez être présent donc, sur les smartphones de vos clients. L'interface va être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire que si le client, pour X raison, a besoin un jour où le cabinet est fermé d'un document, il ne va pas attendre 24 heures pour l'avoir, il l'aura directement. Ou s'il est chez le banquier et qu'il a besoin du bilan, il consultera directement son bilan sur son smartphone. Il faut réduire les échanges mails également. Il faut faire simple, très simple. Nous, on a mis en place chez My Company Files le test de la grand-mère. Donc, dans les cabinets comptables, bien souvent, il y a une grand-mère ou un grand-père. Alors, ce n'est pas une question d'âge, mais ce sont des collaborateurs qui sont réticents au changement. Et c'est ces collaborateurs-là qu'il faut faire changer. Il faut leur prouver que la solution est simple et va leur apporter de la valeur. Et enfin, vous êtes libre de pouvoir avancer à votre rythme. Ça signifie que vous allez mettre en place un frontal digital, un frontal de communication avec votre client à travers une plateforme web d'échange et une application smartphone en marque blanche. Mais derrière ce frontal, vous allez choisir en back-office les outils que vous souhaitez utiliser, avec lesquels vous souhaitez produire. Et finalement, vous allez pouvoir vous transformer tout en ayant cette capacité de communication et de relation client digitale. Alors, la mission de My Company Files. Comment My Company Files se positionne? On se positionne comme l'ostéopathe de la relation client des cabinets d'expertise comptable. Pourquoi? Parce qu'on va travailler sur les douleurs des cabinets. La première douleur qu'on a identifiée, c'est cette fameuse collecte de données. Globalement, un collaborateur passe 30% de son temps à collecter la donnée auprès du client, à lui réclamer cette donnée-là. La deuxième douleur sur laquelle on vient travailler, c'est la restitution, c'est-à-dire comment je vais mettre à disposition tout ce que j'ai produit vers mon client. Ça va être aussi le développement du chiffre d'affaires et la mise en avant des compétences du cabinet pour être sur la partie conseil finalement et apporter de la valeur à son client. On vient aussi travailler sur le traitement. Donc, une fois que cette donnée est collectée, c'est où est-ce que je vais l'envoyer, dans quelle solution. Et cette fameuse protection des données, on vient travailler, on est compatible RGPD. Donc, toute cette conformité RGPD sur la réglementation des données.
on vient rentrer en conformité, ce qui vous permet d'utiliser une plateforme sécurisée qui sécurise vos échanges entre vous et vos clients, notamment dans la confidentialité des données. Alors la solution, j'en ai déjà un petit peu parlé et je vais vous présenter ça tout de suite. Ça va être une plateforme web en marque blanche, une application smartphone en marque blanche, les deux qui fonctionnent en synergie. L'application smartphone du cabinet, elle est déclarée au nom du cabinet sur les stores. Et je vais vous présenter par exemple l'application CIPI. Donc ça, c'est un cabinet à Marseille où je suis client, je me connecte à l'application smartphone de mon cabinet et je dois déposer une facturette. Donc je vais cliquer sur facture. Vous voyez que j'ai différents libellés. Je vais prendre en photo la facture directement. J'ai un outil qui me permet de recadrer l'image. Donc ça scanne, si vous voulez, l'image que je vais envoyer au cabinet. Donc vous allez avoir quelque chose qui va pouvoir être traité facilement. Je peux envoyer bien évidemment plusieurs factures. Et en cliquant sur OK, je vais transmettre cette donnée au cabinet. La deuxième vidéo, elle va vous présenter la consultation de fichiers. Je suis chez mon banquier, j'ai besoin d'une donnée, je vais pouvoir le consulter directement depuis l'application smartphone de mon cabinet. Comme l'a dit Adil, le smartphone est extrêmement utilisé. Pourquoi? Parce que c'est simple d'utilisation, c'est dans la poche et c'est facile d'accès. Et on est toujours à cette simplification d'usage finalement. Et là, je viens consulter rapidement les documents que le cabinet m'a mis à disposition depuis l'application smartphone du cabinet. Je peux aussi avoir des actualités que le cabinet me met à disposition et d'autres outils de communication qu'on pourra vous présenter plus tard. Voilà un peu l'application vue de haut avec les différents éléments. On va passer maintenant à la partie web. Donc, sur la partie web, l'objectif, c'est d'avoir sur votre site web un seul et unique bouton en haut à droite, parce que c'est d'usage, avec marqué extranet, accès client. Le client va cliquer sur ce bouton, il va renseigner ses logins mots de passe et il va accéder à votre plateforme en marque blanche dans son espace à lui, son espace web. Il va retrouver ici un historique de mouvement de fichier ou encore des boutons « J'ai besoin » qui sont la mise en avant des compétences du cabinet vers le client. Donc finalement, vous allez pousser des missions vers votre client. Alors, je vais vous présenter la plateforme. Je suis connecté ici en tant que client du cabinet Expertise Internationale. Je retrouve en haut à gauche les rappels que le cabinet m'a mis à disposition pour que je lui transmette de la donnée. Je retrouve aussi des actualités. Donc, le cabinet peut m'écrire des choses. Ça a été notamment extrêmement utilisé dans le cadre du confinement et des différentes lois qui sont passées. Un historique de mouvement de fichiers qui permet de savoir qui a déposé quoi, est-ce que le document a vraiment été déposé, combien de fois votre client vous a demandé, vous a dit qu'il avait déposé un document alors que non. Donc finalement, tout est tracé et tout est logué. Et enfin, sur la droite, je retrouve des boutons « J'ai besoin » qui sont la mise en avant des compétences du cabinet. L'objectif, c'est de vendre des missions à vos clients. Vous savez, vous avez 25% de chiffre d'affaires chez vos clients existants. Chiffre d'affaires à faire, j'ai envie de dire, potentiel. Donc là, choisissez les missions que vous souhaitez vendre à vos clients. Quand moi, je vais me connecter pour aller consulter mon bilan, finalement, je vais savoir que vous allez pouvoir m'aider si j'ai envie de faire un prêt, etc. Ce qu'on voit à l'écran, j'ai cliqué sur mes fichiers. Si j'ai 4 entreprises, je vais retrouver mes 4 entreprises avec un seul login et mot de passe, ce qui me permet en fait d'accéder à mes 3 entreprises directement avec un login et mot de passe et pas en avoir 3. Je vais donc rentrer dans une des entreprises, Acme & Co par exemple, et je vais pouvoir venir consulter les documents que le cabinet m'a mis à disposition. Donc, ici, je vois que j'ai un petit cadenas, ce qui signifie que j'ai un accès de lecture. Donc, c'est plutôt ce que le cabinet m'a mis à disposition
je vais pouvoir le consulter, mais en aucun cas le modifier ou le supprimer. Donc, je peux le consulter ou le télécharger. Donc, typiquement, voilà, je vais consulter ici l'annexe RGPD. Je vais la consulter, la télécharger, mais en aucun cas, je pourrais la modifier ou la supprimer. En ce qui concerne le dépôt de pièces sur la plateforme, j'ai ce qu'on appelle une zone de dépôt. Donc, je peux y accéder directement ici. Comme ça, dès que je suis sur la page d'accueil, j'accède, hop, je veux déposer un document, je peux la déposer directement depuis ce bouton. Donc, l'objectif, encore une fois, c'est d'avoir différents modules de dépôt vers votre client. Il va pouvoir déposer depuis la plateforme, depuis l'application mobile, également en photo, ça va dans cette zone de dépôt, depuis un mail générique, c'est le fameux mail to. Donc, le cabinet a un mail, votre client reçoit un mail de son fournisseur, je transfère cet email à la boîte mail de dépôt, ça va, enfin, le document est directement envoyé dans la plateforme. Un exemple de dépôt, je vais pouvoir venir déposer ma facture directement sur cette plateforme. Autre point pour la collecte de données, vous allez pouvoir mettre en place des checklists dématérialisées. C'est-à-dire que vous allez envoyer des formulaires qui permettront à vos clients de vous envoyer des données de façon structurée. Donc, dès que vous envoyez des checklists, par exemple pour la constitution d'un nouveau contrat de travail, enfin, dès que finalement vous avez besoin des mêmes informations pour des clients, vous leur envoyez des checklists, ils répondent à quelques questions et vous pouvez renvoyer aussi des relances sur les questions manquantes. Ça peut être très utile, notamment dans le cadre des points pour finir les bilans. Donc, on a fait le tour de la partie client. Je vais vous présenter maintenant la partie collaborateur. Sur la partie collaborateur, on retrouve des actualités, les derniers dépôts de mes clients d'un coup d'œil, des statistiques d'usage qui vont me permettre de piloter la mise en place du projet. Donc, je vais savoir combien de contacts, donc combien de personnes physiques ont activé leur compte, combien de contacts sont actifs, combien de dossiers sont actifs, etc. Et ça, c'est un travail qu'on fait avec nos clients. On leur met en place des objectifs et ils doivent suivre ces objectifs à travers ce tableau de statistiques. Je vais vous montrer sur la partie, je vais me reconnecter, sur la partie collaborateur, je vais vous montrer les permissions pour vous montrer que c'est très très simple d'usage. On voit ici d'abord que j'ai une arborescence qui est extrêmement simple pour le client. C'est-à-dire qu'on a une arborescence qui parle à l'entrepreneur, mais vous, en interne, vous avez une arborescence avec votre langage comptable. Et ça, c'est important. Donc ici, hop, je vois cette arborescence et je vois que j'ai plusieurs contacts. C'est-à-dire que pour une même entreprise, vous allez pouvoir mettre le DAF, le secrétaire et le dirigeant. Mais vous allez pouvoir masquer au secrétaire différents sous-dossiers, comme par exemple le dossier social en un clic. Si par exemple Bart, Pierre-Olivier, n'a pas besoin d'avoir accès au dossier de gestion, je vais venir ici dans le dossier gestion et je vais lui masquer ce dossier-là. Donc, ça me permet d'avoir une confidentialité dans mes dossiers. Sur la partie fichier, je vais pouvoir avoir une logique de communication avec mes clients également. Je peux notifier un document à une personne extérieure de façon sécurisée. Mon client me demande d'envoyer un document à une personne tierce. Je l'envoie à travers la plateforme directement. Je peux également demander la validation d'un document. Je travaille sur un contrat. J'ai besoin de l'approbation de mon client. Je lui demande, il me valide ou me demande des corrections. En fonction de sa réponse, je valide ou pas. Voilà, des choses qui permettent de communiquer finalement de façon simple avec le client. Alors, je vais repasser à la présentation et à la partie finalement accompagnement, qui est
une partie importante du process et de la mise en place des projets. Et finalement, la question à vous poser, c'est ce projet est-il stratégique pour vous? Est-ce que vous souhaitez avoir une plateforme unique pour vos clients, ce point d'entrée unique pour vos clients, pour communiquer avec eux? C'est une question qu'il faut vous poser. Alors, sur la partie accompagnement, on a deux choses. La première chose, c'est un accompagnement entre My Company Files, donc la société, et Francine, booster d'innovation, où on vous fait un parcours accélérateur clé en main qui vous permet de démarrer, c'est-à-dire de mettre en place tous les outils de collecte, de dessiner vos flux et de mettre en place tous les outils de collecte jusqu'à la communication de vos clients. Et là-dessus, Francine intervient avec toute son expérience justement sur cette mise en place de projet. Et l'objectif, c'est que vous puissiez aussi parler entre vous. C'est-à-dire qu'on fait des promotions de 5 à 8 cabinets, pas plus, pour qu'il y ait des retours d'expérience et les bonnes pratiques soient partagées entre vous. Et ça, c'est très apprécié. Et on sait que les cabinets chez nous qui passent par ce parcours accélérateur vont à un taux d'usage à 80% de taux d'usage de la plateforme. C'est l'objectif qu'on se met avec nos cabinets clients. C'est de dire, voilà, OK, tu souhaites avoir un projet digital, mais quels sont tes objectifs? Et comment on les suit? Et ça, c'est très important. Peu importe le projet que vous allez mettre en place, fixez-vous des objectifs et il faut les suivre. Ensuite, Francine vous propose également un parcours sur mesure qui vous permet de mettre en place des actions bien spécifiques sur le développement de votre cabinet. Justement, Vincent, il y a beaucoup de questions D'accord. par rapport à ce que tu viens de dire, et notamment, et là aussi c'est une question pour Adil, par rapport aux outils. Puisque on voit il y a donc une facilité pour collecter les données, pour les traiter. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, question qui a été posée, le portail permet de plugger des outils, de tout type d'outils? Alors, le portail s'adapte vraiment au contexte des cabinets. C'est-à-dire que nous, on a plus de 450 cabinets clients. Aujourd'hui, il n'y a pas un cabinet qui fonctionne de la même façon. Et on vient s'adapter au contexte. Alors, dire tout type d'outils à 100%, parfois, je ne sais pas parce qu'il faut avoir il faut que je sache quel outil en particulier il y a derrière cette question. Mais l'idée, en tout cas, c'est qu'on s'adapte vraiment à ces outils-là dans la mesure du possible. Et après, la question à se poser, c'est quelle est l'interconnexion qu'on doit avoir avec cet outil. Alors justement, il y a des particularités au Maroc par rapport au marché français. Bon, ça, Adil peut nous en parler par rapport aux outils qui sont utilisés par les cabinets et par les clients. Et justement, la question des participants, c'est ça. C'est est-ce que ça va pouvoir justement matcher avec ces logiciels? Adil, vous souhaitez intervenir éventuellement? Bon, pour le cas de My Company Files, Vincent, il a répondu. Sur le Maroc, en fait, je l'ai dit tout à l'heure, on est un peu pauvre, il faut dire les choses. Mais l'offre logicielle au Maroc, elle est relativement limitée. Quand je dis limitée, c'est qu'en fait, ce qui existe, c'est plutôt des outils de production. Donc, quand je dis production, c'est effectivement toute la chaîne traitement comptable avec une GED interne, mais pas forcément partagée. Donc, effectivement, là-dessus, on a ce qu'il faut. Maintenant, tous ces outils un peu innovants, quand on arrive sur de la reconnaissance optique, on est limité. Il y a des choses. Après, Alors, ça ne répond pas forcément aux besoins de… Je vais peut-être donner notre position et notre positionnement, c'est d'être ouvert. On a plus d'une quarantaine d'interconnexions déjà. Et par exemple, avec Sage, on sait que ça fonctionne déjà. Avec Synergie, on croit fortement que ça va fonctionner. Il suffit juste d'avoir un cabinet client pour qu'on puisse regarder si ça fonctionne vraiment. En tout cas, avec Sage Maroc, c'est sûr que ça fonctionne parce qu'on l'a déjà mis en place. Oui. Non, maintenant, au-delà de My Company Files, si on veut juste élargir un peu, parce qu'en fait, vous êtes sur les flux.
Donc, entrant, sortant, maintenant sur des choses peut-être plus liées à la production. Et là, je lance un appel aux éditeurs d'une manière générale, surtout marocains. Ce que nous avons au Maroc, c'est principalement des solutions, enfin des éditeurs qui sont sur un périmètre qui l'élargissent, mais avec une volonté d'intégration très forte, ce qui était aussi un peu la tendance en France. Sauf qu'on voit que les éditeurs à l'étranger l'ont bien compris, on ne peut pas être fort partout. On ne peut pas être fort sur de l'OCR, on ne peut pas en même temps être fort sur l'interface avec le client, etc. Et en fait, la tendance s'est complètement inversée à l'étranger, dans le sens où tous les éditeurs vont vers de la spécialisation, mais avec une attention particulière qui est accordée à cette interopérabilité, cet échange, cette synchronisation, on va dire, entre les différentes briques qu'il faut intégrer en natif. Ça suppose que effectivement chaque éditeur doit proposer cette interconnexion. Au Maroc, on n'y est pas, pour dire les choses. Donc, on a effectivement des éditeurs qui sont intégrés, qui sont relativement fermés, il faut dire les choses sans vouloir vexer qui que ce soit. Mais je pense qu'on gagnerait tous à aller vers plus de spécialisation et d'interopérabilité. Aujourd'hui, on voit bien que les meilleurs schémas, et vous êtes bien placé pour le savoir en France, ce n'est pas le cabinet qui fonctionne, qui est monosolution. Ça n'existe peut-être pas, plus aujourd'hui. Aujourd'hui, un cabinet qui est performant d'un point de vue digital sur tout son process de production, c'est un cabinet qui va aller chercher le meilleur de chaque phase. Je vais aller chercher le meilleur ou le spécialiste de la collecte. Je vais aller chercher le spécialiste de l'OCR. Je vais aller chercher le spécialiste de l'agrégation. Et en fait, tous ces éditeurs, et c'est là où je pense que nous, au Maroc, on a un travail à faire, plus au niveau des éditeurs, mais l'ordre également a son rôle à jouer là-dessus, c'est pour aller vers plus d'ouverture interlogicielle, pour que cette interaction ne soit pas du manuel, ne crée pas des soucis, des oublis, des redondances, etc. Là, merci Adil par rapport à My Company Files. Il y a un enjeu. Ce sera intéressant de regarder par rapport à votre portail comment effectivement ça peut s'intégrer avec les outils du marché. Alors, avant de finir sur le parcours en fait d'accompagnement des cabinets, une autre question qui est intéressante et notamment qui va rejoindre le parcours d'accompagnement, c'est d'accord, on demande à un client de numériser, on va demander au client de prendre une photo. Mais est-ce que ce n'est pas perçu par le client comme quelque chose de fastidieux? Puis au fin de compte, qu'est-ce que ça lui amène? Vincent? Alors, fastidieux. Finalement, l'objectif, effectivement, c'est que le client numérise, mais encore une fois, il faut lui donner une multitude de façons de numériser pour qu'il se sente à l'aise pour numériser sans, en lui imposant la numérisation sans avoir l'impression de lui imposer. La deuxième chose, c'est que lui, la valeur qu'il va retrouver, c'est que dans son portail, il va pouvoir retrouver ses factures. Dans son portail, il va pouvoir retrouver les bilans, les liasses, etc. Tous les documents que vous avez produits. Et après, vous allez pouvoir aussi lui apporter plus de valeur avec la mise en avant de vos missions, avec des actualités, etc. Et finalement, le client, lui, va numériser au fil de l'eau. Vous allez pouvoir produire au fil de l'eau et donc peut-être parfois lui donner des situations intermédiaires beaucoup plus puissantes et pas faire un bilan en juin 2019, en juin 2020 pour l'année 2019. Enfin, ça, c'est ce qui arrive dans certains cabinets en France en tout cas. Oui, et merci Vincent. Et d'ailleurs, je vais le compléter ce que tu dis, c'est que pour faire de l'accompagnement de cabinet depuis un peu plus de 15 ans maintenant, les collaborateurs, à un moment donné, quand ils voient leur intérêt, et quand les clients voient leur intérêt, ce que tu viens de dire, ils vont le faire. En fait, l'idée est toujours, et ça fait partie du parcours, c'est de, quand on a un client en face, c'est de dire voilà le résultat, et pour obtenir ce résultat, voilà ce qu'il faut faire. Et donc, ça ne devient plus fastidieux parce qu'il attend tellement ce résultat-là, et notamment au niveau de la restitution, par exemple, qu'il va faire ce travail. En plus, qui n'est pas compliqué par rapport à une photo à prendre, comme tu viens de le montrer.
Donc là, je vois que l'heure tourne. Il y a encore… alors, pour finir sur ce parcours, et ensuite je vais laisser la parole à Adil, parce qu'il y a une question importante par rapport à l'ordre et à la commission digitale. Donc, évidemment, il y a un parcours qui est proposé pour aider les cabinets dans cette démarche. Et comme l'a dit Adil tout à l'heure, ça passe par un questionnaire, c'est-à-dire quelles sont les forces, quels sont les points, les axes d'amélioration du cabinet pour arriver au résultat que l'on souhaite, faire un diagnostic et toujours penser bien sûr client. Qu'est-ce que mon client attend? Qu'est-ce que je vais lui donner? Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut éventuellement que j'améliore? Et puis, quand il y a des offres d'accompagnement qui peuvent être faites grâce à cette magnifique porte d'entrée, au portail, eh bien, c'est de se dire comment je fais pour y arriver en interne et en externe. Et surtout pas allécher un client par rapport à ça. Il faut vraiment réfléchir sur comment je fais pour produire. Donc ça, c'est un point important et Adil l'a souligné tout à l'heure quand il a montré toute la démarche à faire pour lancer un projet comme celui-là. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui n'est pas fastidieux justement parce que c'est une démarche qui, quelle que soit la taille du cabinet, fonctionne à 80% sur un modèle. Le modèle qu'a exposé Adil tout à l'heure, hein. Force, faiblesse, le diagnostic, les préconisations et où on fait un plan d'action et aussi tient avec un calendrier. Et on réajuste aussi en permanence, bien entendu. Donc, tout ce parcours d'accompagnement existe. L'ordre, justement, il travaille beaucoup là, pour apporter un clé en main, en fait, au cabinet pour que ça soit le plus simple et le plus fluide possible. Et dernière question donc pour Adil, pour clôturer, puisque là on est à 3 minutes de la fin. Quelle est justement la démarche qui est préconisée par l'ordre pour que cette digitalisation des cabinets se passe au mieux? De toute façon, on en est au début. Hein, donc, ce webinaire, c'est le premier d'une série de webinaires. Donc l'idée aujourd'hui, c'était de partager avec nos consoeurs et confrères les enjeux de cette digitalisation. Il y a des comités, ou on va dire des sous-commissions qui travaillent sur les différents sujets, sur la digitalisation, sur d'autres sujets qui sont un peu liés aussi aux nouvelles technologies. C'est un peu prématuré aujourd'hui de parler de recommandations, mais il y aura des livrables sur lesquels on va effectivement produire une série de recommandations pour bien réussir cette transition, mais également sur plein d'autres sujets. Peut-être que Ahmed a un petit complément par rapport à ça. Ahmed, Oui, merci Adil, merci à tous les intervenants, merci Vincent, merci Francine. Effectivement, c'est un début, c'est-à-dire c'est un premier webinaire ou première conférence concernant la digitalisation. Après, il faut qu'on rentre un petit peu dans le détail des choses. Aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir déjà une idée sur moi, je parle de moi personnellement, donc j'ai appris beaucoup de choses par rapport à la GED partagée. Je pense que la GED en général, c'est le pilier de la digitalisation parce qu'en fin de compte, ce n'est pas le traitement qui est compliqué, mais déjà, c'est la collecte de l'information et après, on passe au traitement. C'est vrai, c'est que comme l'a rappelé c'est Adil tout à l'heure, c'est que le process de traitement également, ça nécessite donc des technologies un peu plus poussées, ça nécessite également des process plus pointus. Mais le point de départ, c'est la gestion électronique des documents, que ce soit la GED partagée ou autre. Mais je pense que c'est un bon départ et bien sûr, tout ça doit se faire dans un cadre, d'une stratégie de digitalisation du cabinet parce que on peut pas, parce que le process de la digitalisation, comme je l'ai compris, je l'ai appris aujourd'hui et je remercie Adil pour sa présentation, c'est un long process. C'est qu'on ne démarre pas un jour, on va dire demain on va être digitalisé, mais ça va prendre un peu de temps. Il faut se préparer, les équipes, les outils,
le matériel aussi, peut-être même l'organisation interne du cabinet, même l'espace aussi. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en considération et par conséquent, tout ça doit se faire étape par étape. Donc, nous, notre souhait, effectivement, c'est qu'on on passe à autre chose. Il faut qu'on sache un petit peu c'est quoi après avoir une idée sur les étapes, mais le plus important, c'est la démarche par la suite. Et là, je remercie également Francine donc, qui a attiré l'attention donc, sur sur la phase accompagnement là, et la démarche en général de la digitalisation d'un cabinet. Et je pense ce qu'on a retenu aussi, c'est que tout doit se faire par étapes. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un plan d'action clair, il faut qu'il y ait l'implication de tout le monde. Et à partir de là, donc, on peut aller vers la digitalisation. Et j'imagine tout à l'heure, c'est Adil, il nous a fait rêver avec tout cabinet, il espère avoir un process pareil et il va bien sûr gagner beaucoup de temps. Mais je pense que tout ça doit se faire étape par étape. Ça, je pense, c'est un peu l'objectif final. Et moi, à mon avis, il faut qu'on essaye de déterminer un pourcentage de digitalisation. Maintenant, peut-être on est digitalisé à 30%. Si on passe à 50%, ça serait une bonne chose dans l'objectif d'atteindre 100%. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez d'autres interventions. Comme ça on répond peut-être à d'autres questions. Sinon, donc, vous me donnez la main pour conclure. En fait, je vous laisse conclure. Ahmed, merci beaucoup. Je crois que toutes les questions qui ont été posées, eh bien, nous les avons abordées. Nous avons abordé justement les réponses. Et puis, bien sûr, je pense que là, c'est un début par rapport aux outils, par rapport à un parcours. Il y a beaucoup de choses, en effet, qui sont possibles, mais c'est vrai que c'est step by step. Et il faut bien poser le décor et toujours, effectivement, y aller par priorité. Et ça a été évoqué par Adil tout à l'heure, et ça, c'est important, les choix à faire également. Donc, c'est tout un plan chronologique à suivre pour réussir, parce que le but, c'est ça, c'est atteindre ces objectifs et se donner tous les moyens pour les atteindre. Donc, il faut arriver à ça. C'est une réflexion à mener dès le départ. Très bien. Ben, merci, Francine. Un dernier mot, Vincent, c'est bon? Écoutez, moi, j'ai fait ma présentation. En tout cas, j'ai été ravi de vous présenter notre solution et notre démarche. Effectivement, on insiste vraiment sur la mise en place de ces projets et ces objectifs. Parce qu'on peut vendre la solution, mais sans cet accompagnement et cette mise en place projet, on aboutit rarement à un résultat satisfaisant. Donc, c'est important d'avoir cette méthodologie et cette démarche-là. Merci. Dernier mot, c'est Adil. J'étais ravi de partager avec mes chers consoeurs et confrères. Effectivement, il faut qu'on fasse étape par étape. Le rôle de l'instance de l'ordre est clé. Maintenant, il y a une équipe qui va travailler et qui a déjà commencé à travailler pour nous faire un peu arriver plus ou moins vers le cabinet qu'on a tous rêvé, avec les contraintes que l'on pourra lever, d'autres probablement pas. En tout cas, on fera de notre mieux pour que effectivement tous les cabinets puissent bénéficier de ce retour d'expérience et de recommandations très claires, très pratiques. C'est un peu l'objectif de tout ce projet. Très bien, merci. Donc, dernièrement, donc, il y a des confrères et des consoeurs qui m'ont demandé est-ce que c'est possible de partager les présentations. Donc, je vous laisse le soin soit de les envoyer ou si vous voyez que c'est pas… Donc, ça, c'est à vous de décider. Dans tous les cas, je remercie tout le monde. Je remercie Vincent, Francine, Adil, et je remercie l'ensemble des confrères qui ont assisté avec nous à ce webinaire. Et je vous souhaite donc en fin de journée et j'espère vous
vous revoir très, très prochainement dans le cadre d'un nouveau webinaire. Et merci tout le monde. Merci à l'équipe permanente, à Edila et Ouda, qui nous ont permis donc d'organiser ce webinaire. Merci à tout le monde.